Mesdames, Messieurs, Bénin Inter a le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Valentin Djenotin Agassour, ancien ministre de la Culture, ancien ministre de l'Économie maritime, aujourd'hui député à l'Assemblée nationale et membre de la Haute Cour de justice. Il abordera avec nous l'actualité nationale, les 10 ans de gestion du régime Yahi et les perspectives pour la nation béninoise. Honorable, bonsoir. Monsieur Djenotin, nous voilà au terme des 10 années d'un régime auquel vous avez activement participé. Quelles sont vos impressions? Merci. C'est pour moi un plaisir d'avoir eu à participer à la gestion de mon pays à un niveau aussi élevé. Et c'est un plaisir d'autant plus que je n'ai rien à regretter. Vous savez, nous étions nombreux sur la ligne de départ et à l'arrivée, il y a eu certainement des déceptions, il y a eu des frustrations, mais c'est ne pas comprendre le fonctionnement ou la complexité du fonctionnement de l'appareil d'État. À mon niveau, je ne regrette rien, j'ai fait le combat, et je suis prêt à continuer le combat, je suis toujours dans la même vision et je pense qu'avec l'expérience acquise, nous pouvons faire mieux et aller encore plus loin. Eh bien, beaucoup de voix s'élèvent pour affirmer que la misère est galopante. Tous les secteurs de la vie économique et emploi sont sinistrés. Quand vous faites vous-même le bilan, pensez-vous que les attentes du peuple béninois ont été véritablement comblées? L'appréciation ne peut être la même de partout. Et je m'explique. Vous savez, je ne voudrais pas faire l'injure à mon pays ni à mon peuple de dire que nous sommes des amnésiques. Mais c'est l'espèce humaine qui est ainsi faite. L'homme oublie très rapidement et très vite. Et ça date de très longtemps, même dans les temps anciens, même dans la Bible. Lorsque les gens sont en difficulté, ils prient, ils crient à Dieu et que Dieu arrive à subvenir à leurs besoins. Dans l'opulence, les gens oublient rapidement Dieu. C'est la même chose avec le pouvoir d'État. C'est vrai, tout ne va pas pour le mieux. On n'a pas pu combler toute l'attente de la population. Mais comme le chef de l'État a eu l'habitude de le dire, c'est sans compter que dans l'eau, nous avons des crocodiles, nous avons beaucoup d'animaux sauvages. Et pour mémoire, je voudrais quand même vous permettre de mieux appréhender mes préoccupations, de voir un peu là où nous étions, ou là où nous avons pris le pouvoir. Nous avons pris le pouvoir dans un état de déliquescence totale. Et il y a des exemples qui me viennent encore à l'esprit comme si c'était hier. Rappelez-vous, monsieur le journaliste, qu'en 2006, toutes les stations étaient pratiquement sans carburant. On allait me dire que nous sommes en train d'assister à la même situation aujourd'hui. C'est comme un siècle. Et lorsque le chef de l'État était arrivé, nous connaissions l'état de nos caisses. Et ceux qui vivaient dans la région d'Abouin-Calavi, de Glo, d'Alada, savaient bien comment il fallait faire la traversée. On dormait même sur la voie. Aujourd'hui, tout est oublié. On a oublié qu'on a connu tout ça dans ce pays. Et puis, lorsque vous voulez aller dans le zoo, la voie est si dégradée qu'on est obligé de faire le contournement. Encore que, pour faire le contournement, la voie là était en chantier. Ce n'était pas achevé. C'est avec l'avènement du docteur Yebouni Yahi qu'on a essayé donc d'achever tout ça là. Mais ce que je constate et ce que je remarque aujourd'hui est que avec l'avènement donc de Dr Yebouni, nous avons eu au moins ce mérite de rapprocher le pouvoir de la base. Aujourd'hui, nous avons démystifié un certain nombre de choses et c'est ça peut-être qui fait mal parce que les dirigeants ont compris, parce que le chef de l'État est dans cette dynamique, qu'il faut être le plus proche possible de la base. Que ce soit les chefs de village, les chefs de quartier, les chefs d'arrondissement, les maires, les députés, les ministres sont aujourd'hui plus proches de la base pour pouvoir écouter et comprendre les préoccupations de la population. Et je crois que c'est un acquis. Ce qui nous reste à faire, c'est que nous puissions accélérer les choses pour que les progrès soient plus significatifs. Aujourd'hui, notre port fait partie des meilleurs ports les plus compétitifs, même s'il y a des choses que nous devions revoir. Le système éducatif,
c'était pareil. Rappelez-vous, on avait toutes les catégories possibles d'enseignants. Les vacataires, les communautaires locaux, communautaires d'État, ceci, cela. On a fait tous ces reversements. Au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'armée, on a fait des recrutements massifs. C'est vrai, les problèmes continuent toujours. Je ne vais pas rentrer dans les détails des gratuités, de la césarienne, de l'éducation pratique, tout ça. Donc, on a fait quand même beaucoup de chemin. Mais je suis sûr, parce que nous voulons aller plus loin, il reste encore à faire. Successivement, DA CNHU, ministre de la Culture, ministre de l'Économie maritime, ministre de la Justice. Que retenez-vous de vos passages à ces différents postes? Pour ce rappel, je voudrais, avant d'aborder ces différents points, vous dire encore que nous avons compris, et le chef de l'État l'a dit, et ça fait partie de nos préoccupations pour le régime à venir, de mettre l'accent sur l'autonomie énergétique. Et vous savez, les infrastructures routières, nous avons commencé, on a fait vraiment un bond, mais il faut encore intensifier. Puis comme on le dit habituellement, le développement de la route passe par le développement d'un pays est fonction du développement de la route. Parce qu'aujourd'hui, l'interconnexion, que ce soit par voie terrestre, voie ferroviaire, voie aéroportuaire et portuaire, c'est indispensable pour pouvoir accélérer la productivité et la distribution dans un pays. Donc, nous devons mettre l'accent sur les infrastructures routières, nous devons mettre également l'accent sur l'autonomie énergétique. Parce que notre pays veut être un pays industrialisé. Mais pour ce faire, il faut nécessairement que nous puissions assurer ça. Je reviens à votre question. Effectivement, j'ai eu ce bonheur, cette grâce d'avoir occupé successivement beaucoup de postes sous le régime du Dr Yahya Boni au CNHU, naturellement. Figurez-vous, lorsque j'ai été appelé aux côtés du général Abdoulaye, c'était suite à un audit de la BCAO que le chef de l'État avait confié en son temps à son arrivée. Vous vous rappelez que toutes les grandes sociétés et les offices d'État ont fait objet d'inspection, de contrôle, et il fallait quand même en ce moment trouver des gens d'une certaine valeur à nommer. Et pour mémoire encore, je voudrais vous dire qu'en ce moment, pour être nommé, c'était vraiment un tri. C'était les Guidibi et autres qui étudiaient les CV et qui voyaient un peu les gens qui ont une certaine capacité. Donc j'ai été appelé pour pouvoir m'occuper de la gestion de l'hôpital qui était en crise. Et ce que je peux dire sans trop discourir, le travail n'a pas été facile. Parce que le Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, c'est le seul centre, comme j'ai l'habitude de le dire au Bénin, ou le seul endroit au Bénin, et vous avez en un seul endroit, au même lieu, les diverses compétences de ce pays. Des moins diplômés aux hauts diplômés. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas un service ou une administration dans ce pays au Bénin où vous avez des gens plus diplômés qu'au CNHU. Donc des aides-soignants jusqu'aux professeurs titulaires, ils sont tous concentrés sur un même espace. Le CNHU, au moment où j'y étais, c'est au moins 1200 personnes, sans compter les étudiants, les stagiaires, les infirmiers et autres. Et là, les combats que nous avions menés, et dont je suis fier aujourd'hui, c'était que les indemnités, que ce soit des enseignants, des professeurs, du personnel médical et paramédical, posaient problème. Nous avons essayé donc de faire la mobilisation de ressources pour faire face à ça. Autre chose, c'était également l'alimentation des malades. Au niveau des malades, les gens détournaient systématiquement les vivres. Même le thé matinal, le lait qu'on donnait, des cartons de lait qu'on donne, à peine on met quelques gouttes de lait et on envoie le reste. Les viandes que nous achetons, des bœufs entiers, on les détournait, on les volait. Nous avons essayé donc d'externaliser l'alimentation des malades. Ça n'a pas été facile. Même les fournitures, que ce soit les fournitures médicales, que ce soit les fournitures de bureau, là aussi, c'était des coûts prohibitifs. Et à titre d'exemple, on achetait près de 7 500 000 francs d'encre pour les imprimantes par semaine. À un moment donné, j'ai demandé aux gens de me faire l'inventaire de toutes les imprimantes qu'il y a dans la maison et les qualités d'encre qu'il fallait. Et j'ai demandé aux utilisateurs eux-mêmes de me donner la cadence de consommation. Chacun est libre de mettre. Tu peux mettre que tu vas utiliser 2 cartouches, 3 cartouches, et les gens ne savent pas où est-ce que je voulais en venir. Et à partir de l'expression de leurs propres besoins, j'ai planifié. Et ce qu'on utilisait en une semaine, 7,5 millions, on a fait l'achat, on l'a utilisé pendant 3 mois. C'est pour vous dire un peu le niveau du désastre. Alors, quelque chose, j'ai été très, très fier par rapport à ça. J'ai été aussi fier que
nous avons essayé de revoir le système de facturation et où, pour pouvoir faire les recouvrements, on est allé plus vite. Ce qui fait qu'il y a eu quand même de satisfaction. Mais c'est vrai, vous allez me dire qu'en son temps, vous voyez quand même les gens tout le temps en grève, patati patata, parce que c'est également un milieu qui est hautement syndicalisé et hautement politisé. Je suis heureux aujourd'hui, lorsque je fais un tour dans cet hôpital, de voir que ceux-là qui me clouaient au pilori, et je les vois aujourd'hui me remercier, des grands professeurs qui me disent, monsieur, vous êtes parti, on nous doit aujourd'hui 1 an d'indemnité. On ne savait pas que vous faisiez du bon travail. Et je dis, ça fait plaisir. On a connu avec vous un ministre de la culture, de l'artisanat et du tourisme très actif. Que retenez-vous, excusez-moi, de ce ministère? Je continue de regretter. Ça, c'était pour moi l'un des ministères, c'est un ministère qui m'a donné beaucoup de plaisir parce que, vous savez, j'ai eu le bonheur de cumuler 2 ministères ensemble. Il y avait le ministère de l'alphabétisation des langues nationales qui était à part. Il y avait le ministère de l'artisanat et du tourisme qui était également à part. Donc on a combiné les 2 ministères pour en faire un seul. Donc c'était un très très grand ministère et où nous avons la charge de la culture, de l'alphabétisation, de l'artisanat et du tourisme. Ça fait 4 secteurs, 4 grands secteurs. Et en son temps, on était partout à la fois. Partout à la fois. Et ce que j'ai retenu et qui me pousse à comprendre que l'handicap majeur de notre pays, c'est l'administration. Nous n'avons pas une administration de développement. À titre d'exemple, lorsque j'ai pris service, la première réunion que j'ai tenue avec les cadres, avec le cabinet, j'ai cherché à comprendre un peu ce qui n'allait pas. Parce que dans les discours de passation, j'ai déjà entendu les partenaires sociaux évoquer un certain nombre de choses. Et on me parlait d'un financement qui était bloqué. En l'occurrence, c'était un financement qu'on devait avoir au niveau donc de l'UEMOA. C'est pratiquement 3 milliards et quelques. Et c'est pour l'artisanat, pour pouvoir faire les magasins, des trucs des artisans à Parakou, à Natengu et à Cotonou. Et il fallait juste 1 semaine et on aurait perdu ce financement. Donc si le gouvernement avait été formé 10 jours après, ce financement est parti. J'ai pris connaissance, j'ai demandé aux gens donc de vérifier. Et tout le temps on vient, on me dit oui c'est bloqué. Je dis c'est bloqué où? On me dit c'est bloqué au ministère des Finances. Mais ça ne veut rien dire. Le ministère des Finances, c'est beaucoup de directions à la fois. J'ai dû même chasser un jour, en pleine réunion de cabinet, un directeur pour aller me dire où est-ce que c'était bloqué. Je n'ai aucun complexe à me déplacer moi pour aller même vers des commis, vers des préposés pour régler mon problème. J'ai fait porte à porte. Cher ami, j'ai pu en moins d'1 semaine débloquer, jusqu'à présent c'est une fierté que je garde. J'ai pu débloquer 5 milliards au profit de l'artisanat. Et ces choses-là ont été réalisées. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu la sympathie de l'interprofessionnel donc de l'artisanat. Autre chose qui m'a marqué au niveau donc de la culture, il y avait également un projet qu'on appelle Fast Track. C'était un projet en réalité pour l'éducation. Et vous savez, parce que nous avons l'alphabétisation au niveau de notre ministère, on considère le ministère donc, de la culture aussi comme étant une partie de l'alphabétisation. Parce qu'il y a l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, mais l'alphabétisation aussi fait partie de l'éducation. Donc, les fonds qui ont été alloués à notre ministère pendant des années, ça n'a jamais été consommé. Au point où les gens voulaient même annuler également le crédit. Et j'ai pris service, j'ai cherché à comprendre. Parce qu'il fallait construire des salles d'alphabétisation, il fallait faire un certain nombre de choses. Alors, j'ai dû vraiment faire accélérer les choses au point où j'ai même reçu le remerciement, la reconnaissance du Premier ministre d'alors. Je voudrais nommer le ministre Koupaki, qui en plein conseil a dit un jour, mais regardez, ce que nous n'avons pas pu faire pendant des années, voilà un jeune qui est venu, qui a pu régler ce problème-là. Et s'il était resté, l'année qui a suivi, on aurait dû avoir plus, parce que c'était 4 milliards et quelques. On aurait dû avoir plus. Autre chose qui a retenu également mon attention dans ce ministère, vous savez, en 2011, quand je venais, c'était au moment où il fallait préparer la fête de l'indépendance à Natitengu. Avec cette fête, nous avons pu retaper Tata Somba, nous avons pu construire 2 grands hôtels là-bas. Il y a Tanika Koko, il y a un autre dont le nom m'échappe un peu. Et toujours dans ce cadre, les grandes directions de l'alphabétisation, directeur de la culture, on a fait beaucoup de choses. On a créé même la direction du Bibedra à Natengu. Donc c'est des choses qui font plaisir. Et pour finir, il y a notre ambassadeur à Calavi ici. C'était aussi un vieux projet où le prestataire menaçait
Il doit exécuter en quelques mois, il ne le faisait pas. Je l'ai appelé, je l'ai mis en demeure et j'ai lancé, vous allez constater, avant l'embarcadère de Calavi, c'était une honte. On a là, tout c'est sale. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des digues qui a tout fait. Donc c'est moi qui ai pu débloquer de ça. Mais mon successeur, oui, c'est ça qu'on dit, celui qui est venu après moi, il a pu poursuivre. Et aujourd'hui, on a eu quelque chose de très correct. On a d'autres embarcadères dans le pays. Donc c'est des choses. Et j'ai eu la chance de connaître également les artistes, les artisans et les artistes. C'est un monde merveilleux. C'est un monde de joie. Franchement, c'est un monde de joie. Où jusqu'à aujourd'hui, quand je vois des grands chanteurs, je suis fier. Je suis fier d'avoir fait un petit tour par là. Eh bien, merci. À l'économie maritime en pleine crise portuaire. Et votre passage n'a pas été de tout repos. Quel bilan faites-vous de ce passage? Merci beaucoup. Effectivement, vous me rappelez de vieux souvenirs. Et parfois, des souvenirs qui sont un peu douloureux. Et c'est vrai parce que le chef de l'État a cette ambition de donner à notre port le caractère d'un port compétitif. Et comme vous le savez, nous sommes un pays dont l'économie repose sur deux éléments, l'agriculture et le port. L'agriculture, c'est surtout le coton. Aujourd'hui, on a commencé par mettre les produits vivriers aussi, et les gens ne le disent pas suffisamment assez. Ça fait également l'une des prouesses de notre gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons parfois des surplus céréaliers que nous sommes obligés d'exporter. Mais par le passé, c'était plutôt des pénuries. Alors, donc, nous étions sur le port. Effectivement, donc, on a mis en œuvre ce projet que nous avons appelé le programme de vérification des importations PVI, nouvelle génération, et qui, compte tenu de la pratique du prestataire, au lieu de donner un coup d'accélérateur au port, a plombé le port. Parce qu'on a mis tellement de frais, où tous les acteurs de la plateforme portuaire se sont fâchés. Vous avez les douaniers qui collectent les fonds publics pour l'État, qui se croient sinistrés, qui se croient pratiquement en esclavage parce que, au lieu qu'on les accompagne, on s'impose à eux. Vous avez les transitaires, les manutentionnaires, qui également se plaignent parce qu'il y a tellement de frais à payer. Vous avez les transporteurs, et c'est ça qui a été même la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui devaient payer des choses pour le tracking, pour ceci, pour cela, des trucs à poser. Et lorsqu'on pose même ces matériels, c'est des batteries qui n'ont pas une autonomie suffisante. Donc le jour ne vient pas et puis ça se coupe. Bref, les gens se sont fâchés. Ils ont refusé de déplacer leur camion et le port était congestionné. C'était invivable. Fortuitement, moi je revenais de l'Espagne, précipitamment, parce qu'on devait inaugurer un hôtel. Et voilà, ça fait partie aussi des choses que nous avons réalisées quand on était à la culture. Quand le président décidé donc de convoquer une réunion à la présidence de la République, où tous les acteurs portuaires étaient présents. Ça allait dans tous les sens. Après, le chef de l'État a donné des consignes pour qu'on puisse sortir les camions. Parce que les bateaux qui étaient là ne pouvaient pas accoster. On ne pouvait pas décharger les nouveaux conteneurs. Et lorsqu'il n'y a pas de déchargement, il ne peut pas avoir de dédouanement. S'il n'y a pas de dédouanement, il ne peut pas avoir de recette fiscale, de recette douanière. Cela étant, le chef de l'État a décidé donc d'aller dans le port. On est allé dans le port et on a dit de faire sortir tous les camions. C'est là, le soir, le chef de l'État m'a fait appel et j'étais à 1000 lieues de penser qu'on allait me changer de place. C'est comme ça qu'effectivement j'ai été appelé à aller au port. Et grâce à Dieu, nous avons pu gérer, c'était pas facile, ça n'a pas été facile. Franchement, je vous assure, surtout, je ne dormais plus. Donc, de jour comme de nuit, j'étais tout le temps dans le port et le président qui avait soif que ça marche. Parce que, figurez-vous, le port de Cotonou, le port du Bénin n'est pas que le port du Bénin. C'est le port de l'Interland, c'est le port du Niger, c'est le port du Burkina Faso, c'est le port du Mali, c'est le port quelque part aussi du Tchad. Et le Niger souffrait, il n'y avait plus de médicaments dans les pharmacies, il n'y avait plus de médicaments, il n'y avait plus de vivres, parce que tout était bloqué. Donc, nous avons mené ce combat, ça n'a pas été facile. Et le prestataire aussi, voulant gagner de l'argent, avec les histoires de véhicules d'occasion, tout et tout, ça a été un combat rude, très rude, où tout le temps, j'ai des avocats qui faisaient des conférences, je devrais répliquer, je devrais m'assurer qu'au port, ça marche bien, Dieu merci, on a pu mettre vraiment les choses sur les rails, et quand finalement j'ai été encore appelé à me retrouver encore sur notre front de lutte. Merci beaucoup, honorable. Durant les 10 années du régime du président Yahi Boni, vous avez été l'un des ministres de la Justice
sinon le ministre de la Justice qui a le plus duré à ce poste. Et quel bilan pour la justice béninoise après 5 ans de changement et 5 ans de refondation? J'ai eu cette opportunité et cette grâce, je dis que c'est une grâce parce que je n'ai aucun mérite particulier, c'est une grâce de Dieu, et de connaître également le ministère de la Justice, qui a été mon dernier poste ministériel sous Yaïboni. Effectivement, vous savez, c'est une maison qui tout le temps est en crise. La crise n'a pas pour autant cessé avec ma présence. Ça a continué. Mais on a dû quand même faire ce que l'on pouvait. Et d'abord, je dois remercier les États-Unis qui, grâce au projet MCA, on a pu construire beaucoup de tribunaux. C'est-à-dire le nombre s'est accru. On a pu construire également des cours d'appel. On a pu réaménager un certain nombre de choses. On a mis des infrastructures, des équipements. Mais par la suite, sur fonds propres, nous avions continué à construire également les maisons d'arrêt. Je voudrais dire les prisons. Donc j'ai lancé un certain nombre avant de partir. Et que ce soit à Calavi que j'ai rendu fonctionnel. J'ai lancé la prison civile de Savalou. J'ai lancé la prison civile d'Abomey, la prison civile donc de Parakou. On aurait dû les inaugurer avant que je ne passe. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent, je ne sais pas ce que c'est devenu. Et là aussi, il faudrait souligner que lorsque je venais, la maison de justice était paralysée. D'abord, vous savez, c'est une maison très complexe, parce que c'est une hiérarchie que je n'ai jamais vue nulle part. Même dans l'armée, on n'a pas ça. C'est-à-dire, bien que ministre de la Justice, vous ne pouvez pas déplacer un magistrat comme vous le voulez. C'est dans leur statut, leur corps qui est ainsi fait. Et il y a ce qu'ils appellent les magistrats de siège et les magistrats debout. C'est-à-dire les magistrats du parquet dépendent du garde des Sceaux du ministre de la Justice. Mais les juges sont autorisés à ce qu'ils appellent l'inamovibilité des juges. Donc, avant de les déplacer, vous devez d'abord les consulter. Et s'ils te disent non, je ne bouge pas, tu le laisses. Ça, c'est curieux. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Et voilà, c'est un corps où tout passe par décret. Même leur recrutement, c'est un décret. Leur promotion, c'est un décret. Leur affectation, c'est un décret. Toute leur vie, c'est des décrets. Donc, si vous devez aller, ils ont un organe qui s'appelle Conseil supérieur de la magistrature. Vous devez aller d'abord consulter. On doit vous donner l'avis. Vous devez amener le truc en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres doit d'abord étudier, approuver. Bref, c'est tout ça. Et lorsque j'étais venu, le Conseil supérieur de la magistrature ne fonctionnait plus. Parce que les représentants des magistrats n'étaient plus là. Donc, il y avait un problème de quorum. Donc, le Conseil ne pouvait plus se réunir. Les affectations également, on a plus de 20 ans de retard. Et ça, il faut le dire, il faut que les gens le sachent. C'est pourquoi quand j'entends les syndicalistes parler là, je dis, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. J'ai fait étudier des dossiers d'avancement et de reclassement des magistrats sur plus de 20 ans. Et c'est ça qui a permis de connaître la situation administrative réelle de chaque magistrat pour pouvoir faire leur nomination. Parce que dans leur nomination également, il y a ce qu'ils appellent la préséance. Quand tu es plus ancien que moi, même si c'est ton père qui est le ministre de la Justice et que je suis ton ancien, tu ne peux pas être mon chef dans le tribunal. On va même jusqu'à voir leur rang de sortie de l'ENA. Si pendant que vous sortiez, toi tu étais premier et moi j'ai été deuxième, si nous sommes dans un tribunal, tu dois être mon patron. Bref, ça vous dit que c'est très compliqué, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, on a dû donc nommer les représentants des magistrats, on a fait ce qu'on a fait et on a rendu fonctionnel maintenant le Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est ça qui nous a permis de faire les redéveloppements. Encore qu'il y a eu des nominations qui ont eu lieu avant mon arrivée, qui étaient des nominations à polémique qu'il fallait corriger petit à petit. Donc, globalement, qu'est-ce que je retiens? Moi, j'ai une satisfaction morale d'avoir contribué quand même au développement judiciaire de mon pays par les infrastructures, par la gestion de la carrière des magistrats, dans une certaine mesure, en débloquant sur une vingtaine d'années la situation qui était bloquée. Et je sais que j'ai été vraiment incompris, mais je suis heureux. Et parce que lorsque je partais, je leur disais, il faut bien faire vivre une situation pour pouvoir comparer l'autre. Et je leur disais, je priais pour eux, pour qu'un jour puisse trouver des gens angéliques pour pouvoir les gérer. Je ne sais plus ce qui se passe, mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Et une fois encore, je rends grâce. Et je remercie le chef de l'État de m'avoir permis de faire cette expérience et de la complexité de notre pays. Mais si vous me permettez, je vais profiter de votre micro pour dire que j'ai compris que sans une justice crédible, aucun développement n'est possible. Il faudrait que nous ayons une justice indépendante, débarrassée de tout. Et lorsque nous parlons de l'autonomie, de l'indépendance, de la justice,
Les gens pensent souvent, à tort peut-être, que c'est l'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Mais c'est également indépendant vis-à-vis du pouvoir financier. Et c'est ça qu'on ne dit pas suffisamment, et que les gens n'aiment même pas entendre. Il faudrait que la justice soit indépendante vis-à-vis du pouvoir exécutif, vis-à-vis du pouvoir législatif, vis-à-vis également du pouvoir économique et financier. Ça, c'est important. Parce que lorsqu'il n'y a pas une bonne justice, tout est permis. Toutes les dérives sont permises. Les gens peuvent se donner des coups, les gens peuvent se tuer, les gens peuvent se rendre justice. Et là, ce serait comme dans la jungle. Ce serait l'animosité, ce serait même la sauvagerie, ce serait comme si nous étions dans la brousse, ce qui n'est pas le cas.